Premier dossier du jour, Achille Kabongo, juriste de son État. Il n'est plus à présenter, il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lomba. Voilà, vous êtes avec nous. Nous avons, il y a 3 ans, que nous avons commencé à être opérationnels, que nous diffusons à partir de Kinshasa. Et vous n'avez pas été à la fête. Et 3 ans, qu'est-ce que ça vous dit concrètement pour un média audiovisuel comme Télé 50? Je peux dire que ça m'étonne beaucoup dans l'espace audiovisuel congolais, parce que développer une telle capacité médiatique en moins de 3 ans de la part de Télé 50, c'est extraordinaire, et atteindre un tel niveau. Je me rappelle lorsque Jean-Marie Kassamba commençait, les gens ne semblaient pas le comprendre. Mais c'est quelqu'un qui, en lui, a l'expertise. En lui, il a la finesse, il a l'intelligence, il a le savoir-faire. Il sait attirer les meilleurs. Jean-Marie Kassamba, c'est quelqu'un qui est venu à Kinshasa. Je ne le connaissais pas avant, mais il m'a remarqué. Et il a été le premier à m'attirer vers lui. Non, tu réfléchis bien. C'est quelqu'un qui aime la perfection. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait gravi. Jamais je n'ai vu chaîne de télévision. Là, vous, c'est M. Kassamba que vous voyez sur la place publique. Oui. Mais derrière le rideau, trop rigoureux. Trop rigoureux. Trop rigoureux derrière les rideaux. Je ne dirais pas seulement la rigueur. Je félicite Jean-Marie pour avoir réuni les meilleurs. Mais non, Fabien, c'est extraordinaire. Regardez comment vous nous recevez, l'expertise avec laquelle vous travaillez, les équipes qui sont ici. Si j'ai décidé aujourd'hui de monter un institut congolais des études stratégiques, c'est parce qu'il y a une télévision comme Télé 50. On me donne un espace de division et j'ai une capacité de déverser la matière que je travaille. C'est extraordinaire. Deuxième élément, c'est l'actualité avant d'entrer dans notre dossier du jour. Les 207 pourront-ils disparaître complètement avec l'avènement le 30 juin d'une société de transport appelée Transco, avec des bus qui attendent, qui pourront servir justement les Quinoises et Quinois. C'est la fin de cette aventure de 207, ces véhicules de la main. Je vous livre une analyse de stratégie sur l'occupation en matière de transport, de véhicules de transport en commun de la ville. Ce n'est pas la venue d'une société de transport de l'État qui va effacer les 250. C'est la façon dont 207 plutôt. C'est la façon dont on va urbaniser cette ville. C'est la façon dont on va réparer les routes secondaires. Regardez dans la ville de Kinshasa, les grandes artères ont été réparées, mais il reste des routes secondaires. C'est lorsque l'on va aménager, pratiquement toutes les routes. Chantier, je vous dis, lorsque l'on va aménager toutes les routes secondaires, ces bus seront à même de se déployer et le gouverneur de la ville pourra prendre un jour une décision. Pas question de 207 ni de 208 dans la ville. Et je vais vous assurer qu'il y a des choses qui partent d'elles-mêmes lorsque le système est arrangé. Il suffit d'arranger le système routier. Vous verrez ces véhicules-là avoir peur d'entrer dans la ville de Kinshasa. Très bien. Donc, vous avez compris, c'était l'entrée matière. Nous revenons justement à notre dossier du jour. Les réfugiés rwandais sont nombreux sur les sols congolais. Les Angolais, eux, après 27 ans, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont préféré rester dans ce pays, même si par moment en Angola, on oublie justement cette hospitalité légendaire qu'on qualifie de naïveté de la part des Congolais. Oui. Avec ce qu'on fait, aller à Mwanda pour voir comment les Congolais rentrent dans leur pays, aller à Kananga, c'est vers Chikapa, c'est déplorable. Mais qu'à cela ne tienne, on continue à faire le bien. Et quelles sont les erreurs que Kinshasa doit éviter, même si il semble parler le même langage maintenant pour cette affaire? Je vais commencer par votre première proposition. Mais Edouard dos Santos est un monsieur. C'est quelqu'un qui a une vision de l'Angola dans 10, dans 15, dans 20 et dans 30 ans. Regardez, il a procédé à un recensement de sa propre population avant d'organiser le scrutin, les dernières élections, qui ont vu Edouard dos Santos être reconduit encore à la tête de l'Angola. Après avoir organisé et gagné ce scrutin-là,
je remarque que Eduardo Santos est en train encore de procéder à une réévaluation de la population angolaise. Et il vient de déclencher encore un autre recensement. Terrible celui-là. Une opération de recensement sur l'ensemble du territoire tel que l'Angola ne l'a jamais fait depuis l'indépendance. Regardez au Gabon, Ali Bongo Ondimba, il a gagné les élections, mais il vient de déclencher une opération de recensement biométrique de la population. Nous avançons. C'est que vous vous dites que vous continuez à faire le bien. Quel est le bien? Il chasse les étrangers qui ne sont pas en ordre. Il recense la population. Il a des objectifs. Au moins, Eduardo Santos sait où il va. Je vais vous dire ceci. La vitesse n'est bonne que quand on sait où l'on va. À quoi sert-il à un machiniste de posséder un indicateur de chemin de fer s'il ne connaît pas la gare de départ ni celle de destination? Vous courez, mais vous allez où? Comme en République démocratique du Congo. D'élection en élection, sans recensement. Je reviens au problème des réfugiés. Nous n'avons pas en République démocratique du Congo des réfugiés du genre normal. Ce n'est pas des enfants des cœurs. Vous avez parlé de l'Angola. Nous avons des réfugiés angolais ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mêlés à la population. Ils se sont fait assimiler. Vous comprenez? Prenez le cas de la Sierra Leone et du Libéria. Il y a des réfugiés sierra-léonais qui sont au Libéria. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a des programmes là. On remarque qu'il y a une certaine assimilation. Mais les réfugiés que nous avons en République démocratique du Congo, les Rwandais, les Hutus et les Tutsis, sont des réfugiés qui refusent l'hospitalité du pays d'accueil et qui développent la belligérance. Et quand ils développent la belligérance, en termes de réfugiés, sans faire allusion à l'appartenance morphologique, ethnique, c'est pas tellement important. Ce n'est pas appartenance morphologique, j'analyse. Les autorités congolaises doivent éviter la naïveté. Ça, c'est le Premièrement, première erreur, éviter la naïveté. Comment? Ce problème a commencé parce qu'il y a un accord signé par la République démocratique du Congo et le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, qui dit qu'au 30 juin 2013, on doit clarifier le statut des ressortissants rwandais qui sont sur le sol congolais. Le 30 juin, c'est bientôt, je pense que c'est samedi prochain ou dimanche, c'est dans 3 ou 4 jours. Vous comprenez? Lorsque Julien Palouko a participé à la première réunion en Afrique du Sud sur ce problème, Kinshasa a émis des réserves pour pouvoir signer. Mais nous sommes contents que Kigali, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Kinshasa aient fait des avancées substantielles. Ils se sont accordés qu'ils vont devoir faire d'abord l'identification des réfugiés. Après l'identification, il y aura le recensement de ces réfugiés-là, parce que selon les estimations de Kinshasa, ils sont à 127 000. Donc 27 000 sont repartis sur l'ensemble du territoire et 100 000 sont concentrés, oui. Que dit le HCR? Je n'ai pas les chiffres de HCR. 100 000 sont concentrés dans la partie nord-est du pays. Et on doit procéder à l'identification, au recensement et puis au rapatriement sur base d'un critère de volontariat. Un rapatriement volontaire. Ça signifie quoi, rapatriement volontaire, c'est-à-dire c'est lui qui veut rentrer, qu'il rentre à Kigali. Mais c'est lui qui veut rester. Qu'il reste. Parce qu'il y a un régime à Kigali qui ne pardonne pas, un régime qui voit les choses autrement. Mais il y a un... Alors, quel sera le sort de ceux qui ne vont pas accepter il y a un régime d'exclusion à Kigali. C'est pour cela que la coordination des communautés, toutes les communautés qui vivent dans le nord Kivu et le sud Kivu, la coordination de toutes les communautés a envoyé une correspondance ouverte, une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, demandant à Ban Ki-moon de faire pression sur Kigali pour que Kigali négocie ouvertement avec les FDLR. Demandant à Ban Ki-moon de faire pression sur l'Ouganda pour que l'Ouganda négocie avec les FDLR, avec l'ADF NALU, pour qu'il n'y ait plus de prétexte. Et cette idée-là repose sur l'idée maîtresse qui a été développée par le président tanzanien Jakaya Kikwete. Jakaya est très intelligent et semble être sur les pas. Le président tanzanien a suivi l'idée dans nos médias ici, où les experts qu'on invite ici, ils en ont parlé avant même Jakaya Kikwete. Je peux vous dire une chose.
le général James Alozimwaki Bolwa, qui commande la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO, est tanzanien. Le contingent tanzanien est déjà sur place. Avant d'ouvrir le feu, il faudrait mettre Kigali et l'Ouganda dans des conditions telles que, lorsqu'il y aura la frappe, qu'ils puissent s'en prendre à eux-mêmes. Vous croyez que Jakaya est bête? Quand il demande à Kigali, au Rwanda, de négocier avec les FDLR, il y aura un moment où cette brigade d'intervention va frapper. Et la frappe sera redoutable. Ils ne sont pas venus pour vous êtes sûr? Je suis sûr, ils frapperont un jour. Mais on est en train de préparer les conditions de la frappe, que les autorités congolaises évitent la naïveté. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Deuxième erreur à éviter. L'absence de vision politique en matière de sécurité. Il faut éviter. On ne badine pas avec la sécurité, Fabien. La sécurité, c'est une affaire d'État. La sécurité, c'est la longévité du pays. La sécurité est le socle des institutions. On ne badine pas. Regardez aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait 9 frontières avec 9 pays limitrophes. À l'Équateur, il y a les réfugiés centrafricains qui ont traversé la frontière parce que la Séléka a chassé Bozizé du pouvoir. Dans la province orientale, nous avons des réfugiés climatiques, les Mbororo, qui chassent nos frères congolais de leur terre. Nous avons des réfugiés sud-soudanais. Et ensuite, nous avons quoi? Les Rwandais qui sont outre et tutsis sur le sol congolais et qui développent une intelligence. Sans oublier la LRA. La LRA qui est aussi là. Ensuite, j'étais en train d'examiner le dernier rapport des Nations Unies pour interpeller les autorités congolaises. L'axe Manono, Pueto et Mitwaba, qui est dénommé l'axe de la mort, inquiète les Nations Unies aujourd'hui. Et les Nations Unies s'inquiètent parce que cet axe-là risque d'échapper au contrôle du gouvernement central. On y développe une belligérance, en quelque sorte, c'est une guerre oubliée. Il y a les Maïmaï des Gédéons là-bas, il y a les Bakatakatanga, vous comprenez? Cet axe-là devient très dangereux. Pourquoi? J'ai compris pourquoi les Nations Unies disent que c'est dangereux. Il n'y a que 70 casques bleus dans tout le Katanga qui sont basés à Manu. Vous comprenez? Et le contingent des casques bleus dans la province du Katanga a été réduit lorsqu'il fallait revoir le statut de la MONUC pour qu'elle passe à la MONUSCO. Cette situation-là risque de devenir incontournable. Alors je demande aux autorités congolaises, au Premier ministre d'avoir une vision politique de la sécurité en République démocratique du Congo, de sorte à ne pas se laisser passer, dépasser, plutôt paralyser dans le monde. Deuxième chose. Là, on voit une image, justement, c'est une réunion sur ce dossier des réfugiés, justement. Voilà. Voilà. Troisième erreur à éviter. Troisième erreur, c'est que le gouvernement congolais doit faire preuve de la capacité de flairer le danger. La capacité de flairer le danger avec cette... Ça signifie quoi, cette troisième erreur à éviter? À éviter, c'est quoi? Je vous donne une illustration par là. En termes clairs. En termes clairs. J'ai lu le rapport de l'ONG internationale ACER. Vous comprenez? Et dans ce rapport-là, il me dit ceci. Le trafic des armes sur le plan international représente une bagatelle somme de 70 milliards de dollars pour les nations qui exportent des armes. Et en République démocratique du Congo, les armes que l'on fait parvenir aux belligérants dans l'est de la République démocratique du Congo, par l'intermédiaire du Rwanda ou de l'Ouganda, portent la signature des États-Unis d'Amérique, portent la licence de la Russie et même de la Chine. Vous comprenez? Ce sont les mêmes pays qui disent nous soutenir, et ce sont les mêmes pays. Comment comprendre que dans l'est de la République démocratique du Congo, les armes que possèdent les rebelles du M23, quand vous vérifiez, la licence de commercialisation a été donnée par les États-Unis d'Amérique. D'autres ont des armes dont la licence de commercialisation est donnée par la Russie et même par la Chine. Vous voyez qu'il y a un danger. Comment expliquer ça? Mais c'est ça le problème. Nous sommes dans un monde... un monde de gens qui allument le feu et qui se présentent en sapeurs-pompiers.